la peste noire. Rien que d'entendre ces mots, on imagine tout de suite une tragédie absolue, une horreur sans nom. Et on aurait raison. C'est objectivement l'une des pires catastrophes démographiques de toute l'histoire de l'humanité. Pour bien comprendre l'onde de choc, il faut d'abord regarder ce qu'il y avait avant. Et franchement, le tableau n'était pas très reluisant. L'Europe du début du XIVe siècle, elle est pleine à craquer. C'est l'apogée d'un système féodal ultra rigide, où votre naissance détermine toute votre vie. Mais ce monde est sur le fil du rasoir. La population a tellement grandi qu'on en est réduit à cultiver des terres à peine fertiles juste pour nourrir tout le monde. Et là-dessus, la grande famine de 1315 a déjà fait des millions de morts. Bref, quand la peste arrive, elle ne frappe pas un continent en pleine forme, mais une population déjà très affaiblie et un système social au bord de l'implosion. Et c'est sur ce monde déjà si fragile qu'une horreur, quasi biblique, est sur le point de s'abattre. Tout commence en 1346 dans la ville de Kaffa sur la mer Noire. Elle est assiégée par l'armée mongole. Sauf que les Mongols sont eux-mêmes décimés par une maladie mystérieuse. Et là, ils ont une idée absolument terrible. Ils catapultent les cadavres de leurs propres soldats infectés par-dessus les murs de la ville. C'est l'un des tout premiers actes de guerre biologique de l'histoire. Des marchands génois terrifiés s'enfuient un bateau, mais ils emportent avec eux un passager clandestin, la bactérie de la peste. Fin 1347, ils débarquent en Sicile. Et à partir de là, la propagation est fulgurante. En à peine 5 ans, une vague mortelle a déferlé sur quasiment tout le continent. Ce qui rend la chose encore plus terrifiante, c'est que ce n'était pas une seule maladie, c'était un monstre à 3 têtes. Il y avait la forme bubonique, transmise par les puces des rats, mortelle dans 50 à 70% des cas. Il y avait la forme pneumonique, qui se transmettait par la toux, d'humain à humain, et qui tue à quasi 100%. Et enfin, la forme septicémique, la bactérie envahissait le sang et la mort survenait en moins d'une journée. Taux de mortalité, 100%. Aucune chance. Face à un ennemi pareil, invisible et invincible, la société s'est littéralement fracturée. L'écrivain italien Boccace l'a décrit avec des mots glaçants. Ça montre bien l'effondrement total des liens sociaux, et même familiaux. La peur était tellement immense que les instincts humains les plus fondamentaux, comme prendre soin de ses enfants, ont été balayés. Les institutions qui organisaient le monde, elles, n'avaient absolument aucune réponse. Les médecins pensaient que la maladie venait de miasmes, un air empoisonné, ou d'un mauvais alignement des planètes. De son côté, l'Église parlait de la colère de Dieu. Sauf que les prières ne marchaient pas, et les prêtres mouraient comme tout le monde. La foi des gens a été ébranlée jusqu'à ses fondations. Et dans ce vide de sens, des réactions complètement extrêmes ont explosé. D'un côté, on avait les flagellants, des groupes qui parcouraient l'Europe en se fouettant sur la place publique pour expier les péchés, et qui, au passage, propageaient la maladie. De l'autre côté, il fallait trouver des coupables. Des rumeurs folles ont commencé à circuler, accusant les communautés juives d'avoir empoisonné les puits. Ça a mené à des massacres épouvantables. La société médiévale était en train de se dévorer de l'intérieur. Mais, et c'est là que l'histoire bascule, au milieu de ce chaos absolu, quelque chose de radicalement nouveau a commencé à émerger. Dans certaines villes, les autorités ont arrêté de prier, et elles ont commencé à réfléchir. C'est le début d'une réponse organisée, civique, et non plus seulement religieuse, à la crise. En 1377, la ville de Raguse, aujourd'hui Dubrovnik, impose aux navires qui arrivent un isolement de 40 jours, le Quarantino. La quarantaine était née. Puis Venise a créé le premier lazaret, un hôpital d'isolement sur une île. Et enfin, le cordon sanitaire. On boucle militairement les zones infectées. Ces 3 outils, ce sont ni plus ni moins que les actes de naissance de la santé publique moderne, où l'État prend le pouvoir pour protéger la population. Mais cette perte de vie humaine inimaginable n'a pas seulement changé la médecine, non. Elle a provoqué un véritable tsunami économique qui allait complètement remodeler le continent. Le chiffre qui a absolument tout changé, le voici, entre 40 et 60%. Il faut vraiment s'arrêter une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. Imaginez près de la moitié des gens que l'on connaît qui disparaît en quelques années. C'est un choc démographique tellement violent qu'il a tout simplement brisé le modèle économique féodal. Alors, que se passe-t-il économiquement après un choc pareil? Il y a 2 grandes théories qui s'opposent. La vision malthusienne dit que c'est un boom pour les survivants. Moins de travailleurs, ça veut dire que la main-d'œuvre devient rare, donc plus chère et les salaires montent. La vision smithienne, elle, prédit l'inverse, un effondrement. Moins de gens, ça veut dire des marchés plus petits et une productivité qui s'écroule. Alors, qui a eu raison? Eh bien, pour l'Europe de l'Ouest, la réponse est hyper claire. C'est la vision malthusienne qui l'a emporté. Et de loin. Si on regarde les chiffres, en Angleterre, par exemple, les salaires réels des ouvriers ont quasiment doublé après la peste. C'est paradoxal, mais les décennies qui ont suivi ont été une sorte d'âge d'or pour les travailleurs qui avaient survécu. L'historien Walter Scheidel a un nom pour ce genre d'événement. Il appelle ça un grand niveleur. Ce sont des chocs massifs, catastrophiques, qui réduisent radicalement les inégalités.
Avant la peste, la richesse, c'était la terre. Mais après, à quoi bon avoir des milliers d'hectares si personne n'est là pour les cultiver? La vraie richesse, c'est devenu le travail. Et le travail était devenu incroyablement rare, donc incroyablement précieux. Et la conséquence la plus monumentale de ce grand nivellement, c'est la fin du servage. La logique est toute simple. Avec la pénurie de main-d'œuvre, les paysans ont soudain eu un pouvoir de négociation qu'ils n'avaient jamais eu. Si un seigneur refusait un meilleur salaire ou plus de liberté, il pouvait faire un truc impensable avant. Partir et aller voir le seigneur d'à côté. Le vieux système qui les enchaînait à la terre s'est tout simplement effondré de lui-même. Et on en arrive à l'héritage. Parce que les outils qui ont été inventés et les débats qui ont commencé au XIVe siècle sont en fait toujours d'actualité. La peste a littéralement recréé le monde. Elle a changé l'art avec le thème de la danse macabre qui montre que la mort nous rend tous égaux. La crise de la foi a ouvert la porte à l'humanisme de la Renaissance. Le besoin de main-d'œuvre a stimulé l'innovation comme la presse imprimée. Et les principes de santé publique de 1377, ce sont les mêmes qui ont permis de contenir le SARS en 2003. L'héritage est partout. Alors, si on résume, quelles sont les grandes leçons à retenir de tout ça? Premièrement, les pandémies sont de puissants moteurs de changement social. Deuxièmement, le manuel de la santé publique a été, dans ses grandes lignes, écrit il y a des siècles. Troisièmement, des chocs pareils peuvent agir comme des grands niveleurs d'inégalités. Quatrièmement, le pouvoir de l'État grandit toujours dans ces moments de crise. Et enfin, le débat entre sécurité collective et liberté individuelle, il n'a rien de nouveau. C'est une conversation qu'on a depuis 700 ans. La peste noire a forcé un monde entier à se poser des questions fondamentales sur l'économie, sur le pouvoir, sur la foi. Des questions avec lesquelles, finalement, on se débat encore aujourd'hui. Ça prouve à quel point quelque chose d'aussi petit qu'une bactérie peut forcer l'humanité à se réinventer complètement. La question pour nous, 7 siècles plus tard, reste entière. Avons-nous vraiment appris les leçons qu'elle a essayé de nous enseigner ?